En revanche, je vous propose d'écouter Jordan Bardella. À propos de Pretty Woman, justement, qui a parlé oui, attention, vous avez raison, mais qui a parlé de sa vie privée, puisque l'homme politique aujourd'hui, on en a parlé d'ailleurs hier avec Gabriel Attal, l'homme politique, c'est pas tout à fait nouveau, disons-le, c'est pas nouveau, mais il est exposé aujourd'hui et il doit sans doute faire preuve de transparence. Écoutez ce qu'a dit à Laurence Ferrari tout à l'heure Jordan Bardella. La pression, elle est toujours là et vous savez, la pression, compte tenu des responsabilités que j'ai aujourd'hui, de celles que j'aspire à avoir dans les prochains mois, si nous gagnons les élections, la pression sera d'autant plus forte. Donc je m'y suis habitué et ça fait partie des mauvais côtés, voilà, de la vie politique. C'est-à-dire que c'est très difficile de conserver une vie privée et à partir du moment où vous êtes traqué pendant plusieurs semaines, le compte à rebours a démarré et donc nous avons décidé de ne plus nous cacher, d'assumer. Quand on est à ce niveau d'homme politique et de notoriété, le plus important, au-delà de proposer parfois des choses, c'est de ne pas faire de faute. C'est de pas faire de faute. Et ce qui me frappe chez Jordan Bardella, c'est qu'il ne fait pas de faute. Ça ne veut pas dire qu'il soit compétent, qu'il sera le meilleur pour diriger la France, si tant est que les Français le veuillent. Mais cette capacité à ne pas faire de faute, c'est un peu comme au tennis. C'est pas toujours celui qui fait les meilleurs coups, qui gagne. Pousser l'autre à la faute. Voilà, c'est celui qui met la balle le moins souvent dans le filet. Et je ne sais pas si vous partagez d'ailleurs cet avis ou pas, mais je trouve qu'il ne fait pas de faute. Il y a aussi un objectif politique. Thomas Bonnet. On le comprend bien, pour Gabriel Attal, pour Jordan Bardella, c'est aussi deux personnalités très jeunes qui ont aussi intérêt, je pense, à montrer parfois un peu l'envers du décor pour dire qu'ils ne sont pas seulement des personnes qui ont tout réussi en politique jusque-là et qui n'ont pas eu, si vous voulez, d'expérience de la vie. Ça participe aussi de... Gabriel Attal a plus d'expérience politique puisqu'il a été Premier ministre. Mais bon, Jordan Bardella est le président du premier parti de France. Il a mené 2 campagnes aux européennes. On pourrait dire aussi qu'il a mené des combats. Ce qui m'a marqué, moi, ce matin, c'est que quand il parle de sa relation, il dit c'est du sérieux. Oui. On voit très bien à qui il fait référence. Oui. Cette référence-là, elle revient quand même assez régulièrement de la part de Jordan Bardella ces derniers temps. Vous pensez que dans cette phrase-là, il y avait une... Pardon, mais ça fait quand même plusieurs fois qu'il fait référence à Nicolas Sarkozy sur des sujets différents. C'est subliminal. Vous pensez donc qu'à travers une séquence de vie privée, il y a aussi un message politique. Quand vous dites c'est du sérieux, la formule, elle a été déposée, si vous voulez. Donc il sait très bien. Sérieux, en politique, dire pour officialiser une relation, dire c'est du sérieux, oui, ça fait référence à Nicolas Sarkozy. C'est vrai que ça fait partie des... C'est marrant d'ailleurs ce que vous dites, parce que c'est ça parler finalement aux gens, avec simplicité, et cette phrase, avec les mots les plus simples du monde, elle a traversé les années au point d'être pris dans des conversations privées comme un symbole. Entrer dans le langage. Mais très souvent, Thomas, 1000 fois raison. Joseph Massescaron. Très souvent, Jordan Bardella envoie des signaux par rapport à la manière dont il considère Nicolas Sarkozy, et je sais même, parfois, il se fait aussi rattraper par la patrouille. On lui dit, mais comment... Et là-dessus, c'est quand même très net. Bon. Est-ce qu'il a parlé économie ce matin ? Parce qu'on souligne souvent qu'il pourrait y avoir 2 tendances au RN, une tendance plus libérale que l'autre. Il était avec les patrons, notamment, ce qui est bien normal. D'ailleurs, j'ai vu que tous les patrons parlent évidemment à Jordan Bardella, sauf le patron de la Maïf. Lui, il a décidé de ne pas parler. Alors, je ne sais pas si... je ne sais pas si à la Maïf... les gens qui sont abonnés ou qui cotisent à la Maïf, s'ils sont du Rassemblement National, peut-être qu'on va les exclure, peut-être que le président va dire « non, je ne veux pas de votre cotisation », pourquoi pas ? Oui, ils partiront d'eux-mêmes. Mais il devrait aligner les paroles aux actes, en effet. Oui, c'est très étonnant quand même, mais il a parlé également des carburants, on va peut-être l'écouter, et sur cette économie, écoutons ce qu'a dit Jordan Bardella. La situation... qu'affrontent les Français depuis plusieurs semaines est une situation extrêmement préoccupante avec des niveaux à la fois au diesel et au gasoil qu'on n'a jamais connus depuis de très nombreuses années. Donc nous demandons, de manière très claire, la baisse de la TVA sur le carburant de 20%, vous l'avez rappelé, à 5,5% pour la TVA, et une baisse... Je vais y venir sur les dépenses et une baisse de 16 centimes de la TICPE, ce qui fait qu'avec les mesures que nous souhaitons mettre en place et que nous mettrions en place si nous étions à la place d'Emmanuel Macron et de Sébastien Lecornu, c'est 25 € sur un plein de 50 litres en moyenne qu'on rend directement aux Français. 25 € ? Sur un plein. Si vous baissez les taxes, la TICPE, etc. C'est beaucoup 25 €, hein ? Beaucoup. Sur un plein de 50 litres ? Il est aujourd'hui à 100 € à peu près, voire un peu plus, ça dépend. Donc ça ferait 25%. Ouais.
Il y aura une Ça baisse de reviendrait au 25%. prix d'avant. Ça va être vérifié aujourd'hui, ça, parce que c'est beaucoup, 25%. Il y a eu une formule, en tout cas, qui, à mon avis, est très importante à souligner de ce qu'a dit Jordan Bardella ce matin. Il a dit la situation des finances publiques n'est plus aujourd'hui la même qu'en 2017. Ça paraît rien, évidemment, on a tous constaté ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond? Ça veut dire que le Rassemblement national, les mesures qui étaient défendues en 2017, peut-être qu'elles ne pourront plus être défendues aujourd'hui. Et ça ouvre la voie à une inflexion sur un tas de sujets. Tout le monde a en tête la réforme des retraites, où le RN a longtemps défendu la retraite à 60, maintenant 62. Bon, on n'en est pas là, évidemment, il n'a pas dit ça ce matin. Mais quand vous dites que la situation des finances publiques ne permet plus peut-être d'avoir les mêmes décisions politiques qu'il y a presque 10 ans, vous ouvrez la porte à un amendement de votre programme économique. Puisqu'on parlait de clin d'œil sarkozyste, je ne peux pas m'empêcher de penser, quand on écoute Jordan Bardella ce matin par exemple, de voir un rapprochement avec la stratégie qui était celle de Nicolas Sarkozy en 2007, de parler à la France du travail, à toutes les Frances du travail, des classes populaires, puisque le RN, s'il n'est pas nécessairement un parti populiste, reste quand même un parti populaire, mais il y a aussi la volonté d'aller chercher l'élite d'intérêt général, et ça marche de plus en plus, puisqu'il y a un élargissement de la base sociologique du parti, puisqu'il est dorénavant en tête chez les retraités et chez les CSP+, loin devant Édouard Philippe dans la dernière étude des Labs. Donc on voit que tout ça est quand même en train d'imprégner de plus en plus, et il est très caricatural d'expliquer que le RN est un parti de gauche, comme beaucoup le font dans l'espace médiatique. Il a dit hier qu'il n'était pas de gauche, Jordan Bardella. Là aussi, c'est la première fois qu'on entend ça de la part du devant président le d'un MEDEF, parti. j'allais dire, devant le MEDEF, c'est la première fois qu'il dit « je suis de droite ». C'est une affirmation. Il n'a pas dit je suis pas de gauche. Oui, s'il dit je suis de droite, Marine Le Pen a dit je ne suis pas de droite. Oui. Donc ça m'étonnerait qu'il dise je suis de droite. En substance, Jordan si. Bardella. Oui, Je ne pense pas qu'il prendrait. Je ne suis pas de gauche. Oui, c'est ce qu'il a dit. en substance, c'est comme vous important. dites. Mais c'est une stratégie à l'inverse de Nicolas Sarkozy, puisque Nicolas Sarkozy siphonnait les voix du RN, alors que Bardella siphonne les voix des LR. C'est à l'inverse. En fait, c'est à l'inverse. C'est les vases communicants. Ils font le même calcul qu'on ne gagne pas une élection présidentielle juste et avec surtout, il y a des passerelles. Pour les LR, Il y a des passerelles, sinon dans les partis, au moins dans cet électorat. Oui. Non, mais c'est à partir de là que Charlotte Dornelas. les gens siphonnés ont eu quelques déceptions aussi, peut-être. Les gens siphonnés ont eu quelques déceptions. Peut-être. C'est pas mal, c'est-à-dire. Non, mais le mouvement, ça est reparti de l'autre côté. Pas... Donc, Il faut toujours se méfier des gens siphonnés, de toute façon, en général. Mais les déceptions étaient moins sur le terrain économique que sur le terrain culturel, sécuritaire et migratoire. À partir du moment où le programme économique... Sociétal, vous avez raison. Si le programme économique du RN est amendé au point de devenir, on va dire, plus pro-business, etc., ça va commencer à devenir compliqué pour les LR de maintenir la distance, parce que vous avez remarqué que c'est le seul argument aujourd'hui pour maintenir à l'écart le RN. C'est-à-dire qu'ils sont de gauche économiquement. Mais c'est compliqué de toute façon pour les RN. Et j'ai vu, alors Valérie Pécresse, elle m'a fait sourire, j'ai lu son tweet. Elle a dit formidable, Retailleau est élu, on a vraiment maintenant un candidat. Mais il faut un programme de rupture qui rassemble la droite et le centre. Alors, le centre avec un programme de rupture, ça m'intéresse beaucoup, si vous voulez. Donc, on voit bien que, en fait, c'est le schisme. Jean-François Copé, qui a vendu 397 livres depuis le 9 avril. Donc, on le félicite, parce que c'est bien, déjà. Donc, si vous... Comment ? Surprenant. 397 livres, il a vendu. Bon, il a une jolie promotion, mais manifestement, ce qu'il dit ne passionne pas forcément les uns et les autres sur les populicides, en tout cas. vous avez la dent dure. Populiste. Sur les populistes, c'est Philippe de Villiers qui, pour le coup, c'est mieux. Oui, sur les populistes. Oui. Ah ben, Philippe de Villiers, il en vend des milliers. Des centaines de milliers. Comme une mesure, en effet. Ah oui, sans lui. Mais 397, bon, c'était hier. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en aura 3-4 de vendus dans la journée. Mais donc, il y aura un schisme avec Jean-François Copé, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse. Bon, ça va être forcément, c'est une tendance des LR. Et puis, il y aura l'autre tendance, François-Xavier Bellamy, Bruno Retailleau. Et ça sera intéressant de voir comment tout ça va s'articuler. Alors, on va, avec vous, attaquer l'international. Et justement, on écoute Jordan Bardella, ce qu'il a dit sur Donald Trump, où il prend vraiment ses distances. Il a raison, d'ailleurs, parce que c'est dur de suivre Donald Trump. Et donc, il montre, ses réserves sur le président des États-Unis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, autant on peut comprendre l'intérêt d'Israël qui lutte pour sa sécurité et pour une survie quasi existentielle dans la région face à un régime qui est un régime abominable, le régime des Mollahs, qui est oppresseur non seulement de son propre peuple, mais qui est le sponsor du terrorisme international dans la région. Autant les objectifs de guerre du président Trump sont assez erratiques. Est-ce qu'il s'agit de déstabiliser le régime et de le remplacer ? Pardon, mais dans l'histoire, les interventions extérieures, s'agissant notamment des États-Unis, ont rarement amené la démocratie, le progrès et la fraternité dans les sociétés concernées. Oui. Vincent Herouette. Tout ça est juste, effectivement. Les renversements de régime, le changement de régime par une intervention à 10 000 pieds, ça n'a jamais marché. Mais
bon, le nucléaire, c'est le noyau dur. C'est ça dont il est question aujourd'hui au Pakistan. Tous les autres buts de guerre se sont peu à peu estompés, que ce soit le balistique, que ce soit le changement de régime, il reste le détroit d'Ormuz qui est la crise, et puis au-delà, il reste qu'à trouver un modus vivendi sur le nucléaire. Mais ça, c'est possible. Je veux dire, quand on regarde réellement ce que se sont dit les Iraniens et les Américains, quand ils se sont vus pour le premier round et le deuxième round de négociation, on voit qu'il y avait de quoi vraiment palabrer. Les Américains proposaient un moratoire à 20 ans sur l'enrichissement d'uranium. Les Iraniens étaient d'accord sur le principe, mais pour 5 ans, c'est pas un problème insoluble. Il suffit de le découper en tranches fines et il devient tout à fait digeste. Le blocus que nous ne lèverons pas, dit Donald Trump, tant qu'il n'y aura pas de deal, est en train de complètement détruire l'Iran. Ils perdent 500 millions de dollars par jour, un chiffre intenable pour eux, même à court terme. Intenable pour lui surtout. Hein. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, mais c'est intenable pour lui parce qu'il a effectivement ses électeurs, son économie, ses marchés financiers. Mais est-ce qu'il a raison aussi de souligner que le blocus est intenable pour l'Iran ? Pas vraiment. D'abord, je pense que les Iraniens ont une endurance que l'électeur trumpiste n'a pas forcément. Ils sont aguerris à la souffrance. Et la direction qui, semble-t-il, est divisée côté iranien est prête à endurer davantage encore pour humilier le grand Satan. Donc on a un joueur de poker qui dit on a gagné. En face, vous avez, je sais pas quoi, moi, des marchands du bazar, hein, qui on ne la fait pas. Et tous les jours qui passent sans accord est une petite victoire pour les Iraniens. C'est eux qui tiennent vraiment l'horloge, hein, et c'est eux qu'il va falloir implorer. Regardez ce matin, on sait que J.D. Vance, je ne sais pas où il est passé, mais théoriquement, il devait arriver ce matin à Islamabad. Il l'avait annoncé. On sait quelle est la délégation américaine. On est infichus. Les Iraniens disent, nous, on ne sait pas s'ils vont venir à Islamabad. On ne sait pas s'ils vont... Comment dire ça ? Le deadline, le compte à rebours s'arrête la nuit prochaine à 2h. 2h du matin, heure de Paris, le cessez-le-feu sera terminé. OK ? Donc, il y a vraiment urgence à s'entendre, au moins sur la prolongation éventuelle du cessez-le-feu, ou ouvrir une négociation globale. Les Américains sont à pied d'heure. J'imagine que J.D. Vance, qui doit être ce matin à Islamabad, il est en vol. On ne l'a pas vu arriver, on ne l'a pas vu partir, et il doit être en l'air quelque part, à 10 000 pieds. Eh bien, les Iraniens, eux, c'est la porte à côté, mais ils disent non, on ne va pas y aller. Non, peut-être, officiellement non. Qui est-ce qui va y aller ? La dernière fois, ils étaient 70 en face de Steve Witkoff et de Jared Kushner et du vice-président. Il y avait 70 types experts dans tous les détails de la négociation, connaissant le dossier par cœur, et absolument impavides. La stratégie, c'est de tenir une journée de plus que l'ennemi. Dans ces cas-là, c'est une stratégie classique de la guerre. Écoutez, M. Constantini, il est spécialiste du Proche-Orient et il nous parle des négociations. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On est en expectative. Il est certain que Islamabad est prêt. Les États-Unis le seraient a priori, mais par contre, les Iraniens, eux, ne le sont pas. Les Iraniens, pour le moment, eux, refusent de s'asseoir à la table de négociation. Ils demandent un préalable, c'est la levée du blocus des détroits d'Ormuz. On l'a vu, Trump se garderait bien de le faire parce que pour lui, c'est quand même un moyen de pression très fort, notamment sur l'économie iranienne, sur la rentrée de ressources qui est aujourd'hui stratégique pour lui. Bon, on en est là sur ce dossier, on va attendre dans la journée. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est Emmanuel Macron et le Liban, parce que le président libanais est à Paris ce matin. Premier ministre. Oui, c'est lui qui gouverne. Oui. Vous voulez qu'on voit peut-être le sujet de Mathilde Ibanez qui nous rappelle ce qui s'est passé en août 2020 lorsqu'Emmanuel Macron est allé au Liban. Ah oui. C'était un grand moment de la diplomatie française. Un rêve éveillé que nous avons tous partagé. Les Libanais aussi, mais ils se sont réveillés depuis. Ouais. Regardons le sujet de Madame Ibanez. Envoyez. Non. C'était quelques jours seulement après l'explosion du port de Beyrouth en août 2020. Sur place, Emmanuel Macron, aux côtés des Libanais, entre promesses et espoirs. Ce que je vous garantis, c'est que cette aide,
elle sera transparente, elle ira sur le terrain, elle sera garantie pour qu'elle n'aille pas dans les mains de la corruption. Lors de son discours, le chef de l'État affiche un soutien indéfectible de la France, mais un soutien qui s'accompagne de conditions. Les dirigeants, les forces politiques libanaises ont aujourd'hui une démonstration à faire. Aujourd'hui, demain, nous serons là et la France ne lâchera jamais. Alors aujourd'hui, 6 ans après, ces promesses ont-elles été tenues? Il en est nulle part en réalité, et d'ailleurs il a fait sauter le seul gouvernement de technocrates qui a eu lieu depuis la libération du Liban de l'occupation syrienne en 2005. Et ce gouvernement de technocrates a été remplacé par un gouvernement de politiques dans lequel le Hezbollah a participé. Et vous savez donc jusqu'à maintenant le Hezbollah participe au gouvernement. Car Emmanuel Macron a appelé à des réformes profondes, lutter contre la corruption, refonder le système politique libanais, réformer l'État. Mais sur le terrain, ces engagements se heurtent à une réalité politique complexe, une classe dirigeante accusée de défendre ses intérêts et des acteurs armés influents comme le Hezbollah qui freinent toute évolution. Réforme du secteur de l'énergie. Vincent, ouais, ce qu'avait dit le président de la République n'a pas été suivi des faits, c'est ce que vous vouliez dire? Le président de la République ce matin a expliqué que la France a été visée spécifiquement quand un sous-officier de la FINUL français a été tué. C'est-à-dire que le Hezbollah vient de nous tuer un sergent-chef, le sergent-chef Montorio, Florian Montorio. Alors c'est l'honneur de la France, depuis 48 ans, de se battre dos au mur pour essayer d'imposer la souveraineté du Liban sur l'ensemble du territoire, la souveraineté de l'État, sur les 10 452 kilomètres, le seul pays au monde dont on connaît sa surface, qui vient d'être un peu entamé là d'ailleurs par les Israéliens qui n'ont pas l'intention de lâcher le sud du Litanie parce qu'ils veulent une zone de sécurité. On est hors jeu, ça c'est la première chose à dire. Aujourd'hui, les négociations se passent entre Israël, direct entre Israël et Liban, c'est la première fois depuis 1983, et encore, en 1983, ça avait été récusé par les Libanais. Donc c'est la première fois, là, il y a vraiment un Rubicon qui a été franchi la semaine dernière. Et donc la donne a changé. Et les Français, nous, on est dans une espèce d'épure, dans une espèce de rappel permanent. Et je vais dire quelque chose d'affreux. Je me souviens d'un ministre français des Affaires étrangères qui m'avait dit, vous savez, le Liban, les affaires libanaises, plus on les connaît, moins on les aime. Trahissant ainsi une forme de lassitude. La FINUL est là depuis 48 ans. Il y a des Indonésiens qui servent à l'endroit où ont servi, non pas leur père, des officiers, des soldats philippins qui servent au même endroit qu'ont servi leur grand-père. Vous vous rendez compte? Et donc, on arrive au bout d'un cycle. La France devra aider à la reconstruction. Donc, on est un peu impliqué. On restera là. Il y a une cérémonie d'hommage qui a été rendue à ce soldat qui est décédé avant que son corps et le cercueil repartent pour Paris, où une cérémonie, j'imagine, aura lieu. Je vous propose peut-être de voir ces images qui sont émouvantes, bien sûr, et puis d'avoir une pensée pour lui, pour sa famille. Et on le disait... Et pour son régiment. Et pour son régiment, et pour ceux qui sont là pour nous. C'est-à-dire que nous sommes tous autour... Le 17e RGP, je peux dire, Régiment de génie parachutiste, il a tant fait pour les Libanais. Ils ont vraiment une dette, non pas une dette de sang, mais ils ont une dette vis-à-vis de ces soldats-là. Et nous sommes là, nous, très tranquillement, autour de la table, pour commenter l'actualité du monde. Et il y a des gens qui sont au service de la France et pour qui on peut avoir une pensée ce matin, comme le président de la République, d'ailleurs, récompensera tous ceux qui sont entrés. J'espère que le Premier ministre libanais viendra d'abord présenter et ses condoléances et ses remerciements, avant de prendre des consignes. Parce que les Libanais, on a été plus royalistes que le roi au Liban. On ne peut pas étayer une armée qui ne veut pas se battre. On ne peut pas conforter un gouvernement qui n'est même pas capable de faire le ménage. Enfin, ils ont dénoncé l'armement du Hezbollah. Mais il y a toujours des ministres du Hezbollah dans leur rang. Bon, voyons la cérémonie. Et puis, je le répète... Des membres du Hezbollah dans l'armée libanaise. Oui, dans l'armée, complètement. Et je le répète... oui, parce qu'il y a plein de soutien du Hezbollah dans la population, en fait. Ayons une pensée pour... non, pas une pensée d'ailleurs, mais honorons l'équipe de la BRI qui est entrée dans le Bataclan. Ils sont 55 et qui recevront tout à l'heure la Légion d'honneur. Ce qui est évidemment la moindre des choses. Voyons cette cérémonie d'hommage.
of French contingent who left us for the event. Je précise évidemment pour les auditeurs d'Europe 1 ce que nous voyons à l'antenne avec ce régiment dans la douleur qui rend hommage à celui qui repart pour Paris et ce cercueil qui est à quelques mètres du tarmac. Et quelques chants militaires qui accompagnent un de leurs compagnons sont toujours des images extrêmement émouvantes, bien sûr, parce que derrière ces images, il y a une famille, une vie, des parents, des enfants. Et je le répète, nous sommes là, dans la chaleur d'un studio.